L'histoire du sionisme et de l'État d'Israël, c'est notre série avec Ariel Danan. Ariel qui est docteur en histoire, directeur du département culturel et universitaire de l'Alliance israélite universelle. Bonjour Ariel. Bonjour Léa. Aujourd'hui, cette semaine, nous allons parler de la manière dont les Juifs d'Eretz Israël, du Yishuv, ont combattu l'Allemagne nazie. Et il ne faut surtout pas l'oublier, justement, c'est que les sionistes connaissaient alors beaucoup de déboires avec les Britanniques, mais ils vont décider de les soutenir contre les nazis. C'est un choix pragmatique que David Ben Gourion résumait ainsi: « Nous aiderons les Britanniques dans la guerre comme s'il n'y avait pas de livre blanc, et nous lutterons contre le livre blanc comme s'il n'y avait pas la guerre. » Le livre blanc, c'était cette interdiction pour les immigrants juifs de s'installer en terre d'Israël. Et c'est bien ce qui va se passer avec des dizaines de milliers de jeunes issus de la Haganah qui veulent intégrer l'armée britannique. Cela se fait très difficilement. Les Britanniques ne sont pas enthousiastes et ne voulaient pas qu'une force juive soit créée en tant que telle. Elle ne voit le jour officiellement qu'en septembre 1944, avec 5000 volontaires qui combattront principalement en Italie. Avant cela, il faut rappeler le fait glorieux des 400 volontaires de la brigade sioniste qui, aux côtés des Français libres, vont tenir tête aux troupes allemandes à Bir Hakeim à l'été 1942. Et les sionistes vont aussi essayer d'arracher des Juifs européens des griffes des nazis. Alors oui, Léa, c'est un sujet extrêmement controversé entre historiens en Israël. Pour le résumer trop simplement, le Yishuv a-t-il suffisamment fait pour sauver les Juifs d'Europe ? Il est toujours plus facile de juger après coup. En tout cas, les tentatives des Juifs du Yishuv furent rarement couronnées de succès. Je vais vous en citer quelques-unes. Alors, la première d'entre elles est celle de Joël Brandt, qui était un jeune militant sioniste à Budapest. Lorsqu'en 1941-1942, les exterminations de Juifs commencèrent dans l'Europe occupée, la Hongrie constitue pendant quelque temps un îlot de refuge, car le régent Horthy, qui est un antisémite traditionnel, s'oppose aux déportations. Avec quelques amis, dont Rudolf Kastner, Joël Brandt va créer un réseau de sauvetage, le Vaad Ezra Ve'Hatsala, qui faisait passer en Hongrie les Juifs traqués, les munissait de faux papiers et, dans la mesure du possible, s'efforçait de les faire passer en Palestine via la Roumanie et la Turquie. Et des contacts furent noués en ce sens avec l'agence juive. Mais en avril 1944, comme nous le savons, hélas, les Allemands occupent la Hongrie. Cette fois, il ne s'agissait plus de dollars que souhaitaient les Allemands pour éventuellement rendre quelques Juifs, comme les négociations avaient eu lieu en ce sens, mais des camions et des médicaments qui étaient souhaités par les Allemands, avec Brandt, toujours chargé de faire l'intermédiaire entre les nazis et l'agence juive, sa propre famille étant gardée en otage. Et l'agence juive ne sait comment réagir. Les Britanniques et les Américains sont opposés au transfert d'argent. Et pendant ce temps, près de 400 000 Juifs hongrois, c'est-à-dire la moitié de leur nombre total, furent envoyés dans les chambres à gaz d'Auschwitz. Rudolf Kastner, pendant ce temps, arrive à sauver une partie des Juifs de Budapest en multipliant les contacts indirects entre un représentant d'Himmler et l'American Joint, en gagnant du temps et en négociant pour que des Juifs soient rachetés aux nazis qui faisaient monter les enchères. Oui, une sombre histoire qui a connu des rebondissements dans les années 50 en Israël. Oui, après la Seconde Guerre mondiale, car un procès va être intenté contre Rudolf Kastner en Israël, coupable selon ses accusateurs d'avoir négocié avec le diable. C'est encore une fois une histoire extrêmement complexe. Des personnalités politiques israéliennes de premier plan sont éclaboussées, notamment Moshe Sharet, bras droit de Ben Gourion pendant la guerre, puis ministre des Affaires étrangères et enfin Premier ministre. Et c'était lui qui était chargé pendant la guerre des négociations entre Kastner et Brandt. Et en plus, alors que Kastner sera finalement blanchi de toutes accusations, il avait été assassiné au cours du procès. En fait, pour vous résumer la question, c'était un choix impossible. Négocier avec le diable vaut peut-être la peine si on arrive à ne sauver que ne serait-ce qu'une vie. Mais malgré tout, c'est moralement très difficile à assumer. Oui. Et puis une autre histoire tragique, Ariel, celle des parachutistes envoyés derrière les lignes allemandes pour tenter de sauver des Juifs. Oui, c'est une tentative désespérée dont l'initiative revient probablement à Moshe Dayan, qui y avait réfléchi dès 1941. Envoyer des originaires de ces pays installés en Palestine et appartenant aux unités d'élite du Palmach, et qui retourneraient pour faire de l'espionnage, organiser des activités de guérilla, saboter les voies ferrées
et tenter de sauver des Juifs. Là aussi, il est impossible d'obtenir l'accord des Britanniques. Néanmoins, un premier contingent de 5 personnes est formé à la demande des services d'espionnage britanniques qui espéraient obtenir des renseignements par ce biais. Alors, parmi ces 5 personnes, il y a la célèbre Hana Senesh, originaire de Roumanie et installée au kibboutz de Césarée. Ils vont être finalement parachutés en mai 1944 au sud-est de la Yougoslavie et là se séparent. Hana Senesh est rapidement arrêté, trahi par des paysans et torturé par les Allemands. Quelques jours plus tard, c'est le cas de 2 autres de ses amis partis de leur côté. Eux, dont le poste émetteur pour communiquer avec les Britanniques avait été découvert, seront déportés, tandis que Hana Senesh est exécuté. Enzo Sereni, originaire d'Italie, meurt à Dachau et un seul du groupe de 5 va survivre finalement à la guerre. Au total, 37 sionistes sont parachutés derrière les lignes allemandes et très peu survivront. Il n'y avait finalement aucune chance de réussite, mais cela constitue un modèle de courage pour la future armée d'Israël et Hana Senesh est devenu un modèle, un mythe fondateur de l'État hébreu. En 1950, sa dépouille a été rapatriée et enterrée au Har Herzl. Son journal a été publié et tout le monde connaît au moins un de ses poèmes, Ballade à Césarée, dont nous allons entendre quelques instants, chanté par la regrettée Ofra Haza. Ariel, je rappelle que vous êtes Ariel Danan, docteur en histoire, directeur du département culturel et universitaire de l'Alliance israélite universelle. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette série de l'histoire du sionisme et de l'État d'Israël. À la semaine prochaine.